Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle émission de votre ODG, le grand format. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, dans ce face-à-face, le consul général des îles Comores, M. Saïd Omar Saïd Hassan, qui nous fait le plaisir de nous rendre visite et avec lequel nous allons passer quelques moments pour savoir, nous informer sur l'homme, puis ensuite l'action, et par la suite, nous penserons à l'avenir, comment le docteur Saïd Omar Saïd Hassan se projette dans les quelques années à venir. Monsieur le consul général, bonjour. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Si vous voulez, s'il vous plaît, quand je lis ce que vous avez fait, vous étiez dans l'enseignement, dans l'éducation nationale, vous étiez le secrétaire général. En fait, j'aurais du mal à tout citer. Pourquoi vous ne le faites pas vous-même? Merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ce plateau de ODG. Effectivement, comme vous l'avez dit, je fais toutes les étapes du système éducatif comorien parce qu'au départ, j'étais professeur de collège et puis professeur de lycée. Et j'ai dirigé un institut d'enseignement supérieur avant la création de l'université. Et puis j'étais professeur, finalement je suis devenu professeur à l'université de Comores. J'étais le premier secrétaire général, tout en enseignant bien sûr. Et puis directeur des ressources humaines et puis finalement secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Pendant ces temps aussi, j'étais le secrétaire général de la commission nationale pour l'ICESCO aux Comores et en même temps membre du conseil exécutif de l'ICESCO durant 5 ans. Vous êtes le premier diplômé africain de l'université Ibn Tufayl de Kénitra. Pourquoi Kénitra? Kénitra, quand je suis venu aux années 85-86, j'étais le premier étudiant subsaharien à la faculté des sciences de l'université Ibn Tufayl. Et là, j'ai étudié là-bas. J'ai eu à avoir des collègues, des professeurs. Et bien, je m'étais bien intégré puisque j'étais avec mes collègues marocains et j'ai eu à finir mes études avec un SEA. À ce moment-là, on l'appelait SEA, c'est pas le master. Je suis rentré aux Comores et puis tout en travaillant et puis pendant des années que j'occupais tous ces postes, je me suis dit je viens au Maroc chaque année dans le cadre de l'ICESCO. Pourquoi ne pas m'inscrire en thèse en alternance? Et j'ai repris mes études de recherche puisque je m'intéressais beaucoup plus à la valorisation de la biomasse comorienne, notamment les plantes aromatiques et médicinales. Nous allons en parler, nous allons en venir. Et là, j'ai repris mes recherches. Comorienne en termes de plantes. Et puis, voilà, j'ai eu à travailler une partie de mes travaux de recherche à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah, notamment l'université des sciences d'El-Maraz à Fès. Et puis, une partie de mes recherches, je les effectue au centre de recherche forestier de Rabat. Et avant même, avec mon master, je passais 6 à 7 mois à l'IAV, au département de chimie et des substances naturelles. Et voilà ce que je suis devenu. Je continue à publier justement, même maintenant, avec des collègues marocains. Alors, avant d'aller vers ce que cette nouvelle formation, cette immersion dans l'université, aussi bien à Fès, Sidi Mohamed Ben Abdallah qu'à Ibn Tufayl Kénitra, ce qu'elle a permis, où est-ce que vous l'avez porté, on vous prête des relations extrêmement conviviales, maintenues, entretenues avec toutes celles et ceux que vous avez rencontrés lors de votre parcours universitaire. Pour quelle fin? Écoute, j'ai toujours gardé des relations familiales et amicales, que ce soit ma venue dès que je suis venu à Kénitra, au Maroc, dans toutes les villes où je suis passé. J'ai gardé des bons souvenirs avec mes collègues qui sont aujourd'hui bien placés dans les universités, dans les administrations, mes professeurs. Et d'ailleurs, on me disait ambassadeur de Comores, justement, puisque je m'occupais de tous les étudiants comoriens à cette époque-là. Et j'ai gardé des bons souvenirs. J'ai des familles un peu partout là où je suis passé.
Et ça me sert aujourd'hui, justement, en tant que diplomate, premier diplomate accrédité au Sahara marocain. Laayoune, j'étais nommé le premier consul général à Laayoune, Sahara marocain. Et là, vous savez, ça n'a pas été facile pour une décision pareille pour un pays comme les Comores, mais avec l'amitié et la fraternité que les Comores ont avec le Royaume de Maroc depuis des siècles, bon, la décision était prise par son Excellence Azali Assoumani d'ouvrir le premier consulat général, un grand ami du Maroc. Et là, l'amitié qu'il a depuis, que les Comores ont depuis feu Sa Majesté Mohamed Khamis quand il était à Madagascar. Absolument. Et puis feu Hassan II avec Ahmed Abdallah Abdelrahman et actuellement avec Sa Majesté Mohamed Sadis et son Excellence Assoumani. Bon, c'est un renforcement. On dit c'est deux peuples frères. Même si éloignés à des 10 000 kilomètres, mais on a une histoire commune, hein, on a tout ce qu'on veut, religion, culture, pas mal de choses qui nous rassemblent, et c'est la raison pour laquelle la position de Comores n'a jamais changé. Il a toujours soutenu l'intégrité territoriale du Maroc. Comme nous aussi, nous avons le même problème avec Mayotte. Nous revendiquons l'île comorienne de Mayotte. Et là, on a le même combat, c'est normal. Vous êtes le consul général des îles Comores au Maroc, à Laayoune. Vous avez en face de vous 1137 Comoriens qui sont, pour une grande partie, des boursiers des écoles et universités marocaines, bientôt 1138, selon une information que nous avons eue, vous et moi. Qu'est-ce que vous leur diriez maintenant? Écoute, pour vous dire, la première chose, on a ouvert le consulat avant l'ambassade, hein, en 2019. Et je m'occupais de tous les étudiants comoriens partout où ils étaient. Je me suis déplacé dans leur ville, là où ils sont, pour les rencontrer, pour échanger avec eux. Et surtout, l'idée de dire que vous êtes des ambassadeurs. Parce que nous, la première génération, je suis de la deuxième génération qui a été formée au Maroc. Parce que le président de la République, la première dame, le président de l'Assemblée, plusieurs ministres et beaucoup d'autres dans l'administration civile et militaire sont issus des établissements des universités marocaines. Alors je dis, il y a une chose, continuer ce que nous avons déjà sémé au Maroc. La fraternité, le comportement, tout ce que nous avons, on vous a légué, il faut continuer à léguer ça aux autres. Et Dieu merci, partout où je passe, alhamdoulilah, le comportement des Comoriens est toujours bien vu par rapport à toutes les villes et tous les établissements où ils sont. Mais pour revenir, quand je fais les tournées dans les villes, dans les universités, j'essaie de leur dire une chose. Vous êtes là pour apprendre, mais vous aurez vos diplômes, mais il faut partir avec savoir-faire. Il faut savoir que si vous rentrez, l'idée d'être toujours recruté à la fonction publique doit être une idée déjà périmée. Il faut penser, voir ce qui se passe au niveau du Maroc. Comment aujourd'hui il y a des programmes qui s'intéressent aux jeunes, aux femmes, en milieu rural, en milieu urbain. Il faut s'inspirer de ça. Il faut penser que demain, avec un pays comme les Comores de 800 000 habitants, qui est encore vierge, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut y penser toujours comment arriver à entreprendre. Des idées que vous voulez lancer à partir de votre expérience personnelle, avec un doctorat, vous êtes reparti, vous avez fait tellement de choses aux îles Comores, puis vous êtes revenu. Vous voulez lancer quelques idées à cette jeunesse qui est là, qui est celle qui portera et continuera à porter le développement des îles Comores et les relations entre le Maroc et votre pays? Ah oui, c'est dans ce sens que j'essaie de les expliquer qu'aujourd'hui, l'expertise marocaine, les expériences marocaines qu'on est en train de vivre, que ce soit au niveau de la décentralisation, régionalisation, autonomisation des femmes et des jeunes, création d'emplois, start-up, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au Maroc, il faut que les jeunes Comoriens s'inspirent de ça. Parce que ce sont des expériences concluantes et qui vont permettre de mettre en place un développement harmonieux dans nos pays. Je prendrai ce que j'ai vécu en 86 jusqu'à 93 avant de partir pour les provinces du Sud. Aujourd'hui, je suis témoin oculaire de ce développement que je dirais exponentiel.
hein, que je le vis. En 84, 90, les régions sahariennes avaient un niveau de développement très bas. Et je crois qu'aujourd'hui, si les jeunes Comoriens ou les jeunes subsahariens peuvent voir comment, à part des territoires qui avaient des problèmes de développement, des problèmes d'énergie, des problèmes d'agriculture, de pêche et élevage, comment on peut se servir de cette jeunesse, de l'expérience marocaine, pour développer nos pays subsahariens, et notamment les îles Comores, bien sûr. Alors c'est ça que je le dis, il faut s'inspirer, il faut voir. Il ne faut pas rester dans le domaine, cette vision de diplôme fonction publique, qui est d'ailleurs la vision de tout subsaharien, tout jeune subsaharien. Et c'est ce que j'essaie de les inclure. J'essaie aussi de dire, gardez vos relations d'étudiants. Parce qu'aujourd'hui, les relations que j'ai créées depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, ça paye. Partout où je passe, j'ai des amis, j'ai des familles. Donc je crois que c'est ça que j'essaie de les inculquer, c'est ces valeurs qui m'ont permis aujourd'hui d'être là et de servir mes deux pays, parce que je sers le Maroc, je sers les Comores. Et sers le Maroc parce que j'épouse la cause marocaine. Je me bats justement pour le Sahara marocain. J'essaie de le dire où je passe, les médias, un peu partout. Et je sers mon pays parce que je voudrais voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ces relations que nous avons. On va arriver à cela. Il n'y a pas de problème. Et au déclic, parce que quelque part il y a eu un déclic. Vous êtes enseignant, quelque chose arrive, quelque chose se passe, et puis vous optez pour la diplomatie. Mais votre pays étant très riche en plantes médicinales, a un littoral assez intéressant. Quelles sont les activités que vous proposeriez à des investisseurs marocains, à une jeunesse comorienne qui est là, qui est en train de se former? Quels sont les domaines de formation? Parlez-leur et dites-leur, parce que vous le faites tous les jours. Voilà que nous avons une occasion de le faire sur cette plateforme. Déjà, les Comores, c'est un pays qui est encore vierge dans ce domaine de la valorisation de la faune et de la flore. C'est une région, c'est un pays agricole, connu par ses plantes aromatiques et médicinales, notamment la vanille, le girofle, l'essence d'ylang, qui fait le bonheur de Chanel d'ailleurs. Absolument. Et très convoité par la région des Grâces. C'est-à-dire les grands parfumeurs du monde s'intéressent justement à cette flore qui aujourd'hui n'utilise pas des plantes, des substances naturelles, c'est des substances chimiques. À l'industrie pharmaceutique marocaine. On peut faire appel à l'industrie pharmaceutique, mais à l'agroalimentaire aussi. Et c'est une région aussi riche en poissons. Donc, puisque on est des îles, on entre par la mer, donc ça fait partie des très bons poissons, soit de fond, soit de surface, surtout les thons, etc. Mais ce que j'essaie de faire à partir de mes connaissances, à partir de ma formation de chercheur dans les domaines des plantes, j'essaie aussi d'orienter les jeunes dans le domaine quand ils font leur master ou leur thèse. Aujourd'hui, j'ai pu orienter certains dans plusieurs domaines, surtout de domaines scientifiques et techniques, pour qu'ils essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter justement au développement socio-économique des Comores. Mais ce n'est pas tout. J'essaie de voir que par rapport aux étudiants comoriens qui viennent ici, aujourd'hui, depuis 3 ans, nous avons le Maroc soutient le Comore en lui octroyant à peu près 330 bourses. Et les 130 par an, et les 130 jusqu'à 180 sont dédiés à la formation professionnelle et technique. Parce que c'est un des domaines qui n'est pas développé aux Comores. Il manque de main-d'œuvre et des techniciens spécialisés. Or, un pays qui n'a pas ces techniciens spécialisés ou qui n'a pas de manœuvres, donc c'est un pays qui ne peut pas se développer. Parce que les ingénieurs sont là pour la conception, mais ceux qui travaillent beaucoup aujourd'hui, c'est les techniciens, les manœuvres qualifiées. Pour vous dire, à une échelle, au Maroc, je pense que vous avez un ingénieur pour 13 à 15 techniciens. Il faut qu'on y arrive là aussi à former nos techniciens. Parce que avant, l'idée, c'est quoi? Avoir un diplôme de master, de thèse, aller à la fonction publique ou à l'université. Mais tout le monde ne peut pas enseigner à l'université. Donc, je crois qu'aujourd'hui, en les inculquant cette manière de voir la formation professionnelle technique, qu'aujourd'hui vous connaissez un peu ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Ils forment beaucoup plus de techniciens. Absolument. Et puis l'Allemagne aujourd'hui, le Japon, il y a un changement de paradigme dans l'enseignement et dans la formation.
quelle formation pour quel métier. Et peut-être demain, il y aura des métiers que nous ignorons. Donc, il faut qu'on se forme dans tout ce qui est formation professionnelle et technique. Alors justement, Monsieur le Consul général, dans votre parcours, comme je le lis et comme j'en ai discuté, à un moment de ce parcours, il s'est passé un déclic, quelque part, causé par ce que vous allez nous dire. Comment, tout en disant cela, tout en adressant cet aspect, comment vous mariez cette expérience sur le terrain, en tant qu'éducateur, en tant que formateur, avec celle du diplomate qui est un petit peu partout. On vous trouve à Berkane, on vous trouve à Oujda, à Fès, à Marrakech, à Laayoune. Donc toute cette dynamique, comment s'est fait ce mariage? Par ce déclic, je crois que c'est dû à ma formation de chercheur. Parce que je travaillais beaucoup plus en milieu rural, justement avec les praticiens. Les femmes qui avaient des connaissances, les hommes, et leur pouvoir soutirer des connaissances pour que je puisse aller étudier les plantes qu'ils ont utilisées pour des traitements, ça n'a pas été facile. Donc il a fallu toute une pédagogie, le faire comprendre, parce que c'est un métier où c'est un domaine où tu ne peux pas arracher l'information facilement. Alors, ça m'a permis de développer tout ce qui est proximité, contact, facilité, dans tous les milieux où je suis passé, dans toutes les îles des Comores. Et cela, je sais de voir comment appliquer cette méthodologie justement en diplomatie. Et d'ailleurs, la diplomatie, ce n'est pas une science exacte. La chimie, c'est une science exacte. Mais la chimie, c'est quoi? Prendre un réactif A plus un réactif B pour obtenir un produit C. Mais il y a des paramètres qu'il faut ajuster. Je trouve un parallélisme avec la diplomatie. Comment cela? C'est aujourd'hui, la diplomatie, vous essayez le contact d'abord. J'ai opté pour une diplomatie de contact, de proximité. Aller vers les gens, comprendre. Comprendre déjà, par exemple, j'essaie de connaître les tribus du Sud. Il y a des siècles, qu'est-ce qu'il y a eu? Comment étaient les tribus du Sud par rapport à la monarchie? En allant sur le terrain? En allant sur le terrain. Aujourd'hui, je peux vous citer les Ribat, je peux vous citer pas mal des tribus, mais j'ai lu l'histoire de Tombouctou jusqu'à Tanger. J'essaie de voir l'histoire. Donc, vous voyez ces proximités, je lis l'histoire, je lis un peu ce que j'ai de formation scientifique, et puis j'essaie d'ajuster certains paramètres. Le comportement, la manière d'échanger avec les gens. Ça m'a permis de voir cette diplomatie de proximité et de contact facile. Et aujourd'hui, je me trouve avec vous. Vous êtes dans les nouvelles technologies. Avant-hier, il y a quelques mois, j'étais avec le gouverneur de Berkane. J'étais aussi avec le Smart City. J'étais à Smara, j'étais un peu partout dans toutes les villes. J'essaie de voir un peu à partir de mon installation en tant que diplomate au Maroc, qu'est-ce que je peux apporter pour cette coopération sud-sud, notamment scientifique, technique, économique. Raison pour laquelle je sais de voir aussi des jeunes, l'investissement, comment ça va se passer, et bientôt peut-être organiser des rencontres entre les investisseurs comoriens et marocains pour voir comment on peut ajuster, parce que l'investisseur marocain veut quoi? Il veut un homologue comorien pour échanger avec. Ce n'est pas uniquement les relations politiques et diplomatiques. Il veut un intérêt, il veut voir. Mais la différence entre, par exemple, un investisseur marocain et un investisseur européen, c'est que du win-win, du gagnant-gagnant. Comment on va... Expliquez-nous cela. Je vois que l'expertise marocaine, on peut l'amener dans nos pays, mais ce n'est pas une manière impérialiste. Comment changer? Parce que d'ailleurs, on est dans la vision de Sa Majesté Mohamed Saad, ce que Dieu l'assiste, développer l'Afrique par l'Afrique. C'est la même vision que son Excellence Azalia Soumani aujourd'hui, qui aujourd'hui préside aux destinées de l'Union africaine. Donc des opportunités aux îles Comores. Pardon? Des opportunités aux îles Comores. Il y a des opportunités parce qu'il y a encore vierge. Quand vous avez des îles, vous avez le soleil 360 jours, vous avez la pluie, vous avez la verdure, vous avez, qui est encore vierge, tout ce qui est tourisme, agriculture, tout ça, c'est à petite échelle bien sûr, mais c'est possible. Donc, moi, mon rôle, c'est de faire connaître d'abord les Comores. Qu'est-ce que c'est quoi les Comores? Parler un peu de le potentiel
que les Comorans, les plantes, etc., la pêche, le tourisme, des domaines où le Maroc a bien réussi. Je crois que j'ai dit l'expertise marocaine pourrait nous servir aujourd'hui en tremplin pour développer les Comores. Et surtout que les Comores peut être un pont justement du Maroc dans cette région, de l'océan Indien, mais aussi de l'Afrique australe. Mais il faut beaucoup de temps pour arriver aux îles Comores. Ben, comment contourner cette difficulté? Combien de temps il faut pour arriver aux Il faut 14 heures. 14 heures. 14 heures, vous Donc avez il faut plusieurs 2 jours à itinéraires. l'aller, 2 jours au retour. Oui, mais... Comment contourner cela? Contourner peut-être demain quand il y aura des possibilités de RAM d'aller jusqu'à Madagascar, d'aller à Madagascar ou d'aller en Tanzanie. Des rencontres virtuelles pour commencer? Bien sûr, on peut commencer par le virtuel, comme vous le dites. Hein. Il y a des choses, aujourd'hui, on est là, on fait une émission. Mais certainement, on pourrait le mettre dans une plateforme où les jeunes Comoriens peuvent suivre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme formation professionnelle et technique au Maroc? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme le Maroc? Qu'est-ce que le Maroc a du potentiel qui peut intéresser les Comores? Qu'est-ce que les Comores ont qui pourrait intéresser le Maroc? Voilà ces échanges-là, aujourd'hui, les nouvelles technologies nous facilitent, nous réduisent les distances, mais aussi le temps et nous fait économiser de l'argent. Absolument. Hier, j'étais en discussion avec le directeur général, je pense, des pêches. Le directeur général des pêches et celui de l'agriculture. Et celui de l'agriculture qui sont en visite, ils sont la peau. Il y a eu une mission du ministère de l'Agriculture, justement pour l'une visite. Cette mission a sillonné un peu partout le Maroc, dans le Garbe, à Casablanca, à Laayoune, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme projet au niveau de Comores et du Maroc. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme feuille de route, puisque bientôt il y aura le SIAM. Au mois de mai, certainement, je sais que notre ministre de l'Agriculture est invité. Donc, à partir de là, il faut qu'on essaie de mettre quelque chose de concret, des projets palpables. Je vous dirais qu'actuellement, il y a une mission de l'ONU qui est aux Comores pour voir qu'est-ce qu'il peut faire au niveau de l'énergie. Oui, c'est la deuxième mission qui est aux Comores, justement, pour aider les Comores à développer tout un schéma sur l'énergie et l'eau. Vous voyez, cette expertise marocaine est en train d'aller aider les Comores, de partager avec. Mais ce n'est pas tout, c'est qu'aujourd'hui, ils sont venus ici, mais demain, il y aura une mission, dans quelques semaines, hein, il y aura une mission de l'agriculture qui va voir réellement qu'est-ce que les Comores ont besoin. Hein, comment on peut adapter cette expertise marocaine par rapport aux îles Comores. Donc, vous voyez, ces échanges-là, que nous ne pourrons pas les avoir en Europe, parce que ça demandera des coûts. Ça demandera trop de protocoles, vous savez comment ça se passe. Hein? Nous venons de parler de votre parcours, nous venons également de parler de l'actuel. Est-ce qu'on peut se projeter 3 ans, 4 ans, 5 ans dans l'avenir, autant pour vous que pour cette jeunesse qui porte le pays, qui portera le pays, son développement, ses relations avec l'extérieur et notamment avec le Maroc? Comment est-ce qu'on peut projeter cela? Écoute, on peut projeter cela. Moi, je n'ai jamais imaginé que je serais diplomate au Maroc, déjà, pour servir déjà mon pays de cœur, le Maroc, et mon pays de naissance, les Comores. Et je pense que aussi, les jeunes là aussi doivent voir. Moi, je viens de rencontrer un directeur de l'hôtel à Kintra, qui est comorien, que je ne savais pas. Et je l'ai rencontré hier. C'est pour dire que demain, cette jeunesse pourra travailler dans n'importe quel pays. Il y a certains qui pourront être au Comores et travailler pour le Maroc, avec les nouvelles technologies aujourd'hui. Mais c'est dire aujourd'hui que quand on voudrait bannir les frontières et créer Zelekaf, ça veut dire que le continent va devenir un village. Il y aura des échanges économiques, scientifiques. Donc il n'y aura pas de barrières douanières, etc. Donc il faut préparer les hommes, les jeunes et les femmes pour cette nouvelle vision. Peut-être demain, il y aura des métiers que nous ignorons aujourd'hui, qui pourront servir le Maroc comme ils pourront servir les Comores. Avec le Covid, on a vu beaucoup de choses, des formations, il y a beaucoup d'entreprises qui ont travaillé en virtuel. Mais je sais qu'il y a des Marocains aujourd'hui, si on leur propose d'aller être payés en Europe, ils préfèrent travailler avec ces entreprises marocaines tout en étant au Maroc. Donc c'est une Afrique africaine. C'est une Afrique africaine et c'est ça justement. Avec quels moyens? Le moyen d'abord, il faut croire que nous pourrons réussir par nous-mêmes. C'est la vision. D'abord accepter que ce n'est pas une fatalité,
qui frappe l'Afrique. On a tout. Les matières premières, on a les hommes, surtout les jeunes. Maintenant, il faut croire que nos pays, nos jeunes peuvent développer le continent. Il ne faut jamais être catastrophique. Parce que, je prends l'exemple du Maroc, si la monarchie, depuis Mohamed Khamis Hassan II et l'actuel roi, s'ils avaient une vision, ils disent ben, nous sommes le Marocains, nous ne pourrons pas réussir, on n'allait pas voir ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, le Maroc a atteint un certain niveau qui peut dire ben, écoute, une Européenne, on peut discuter. Égal. La France, l'Espagne, on peut discuter d'égal. Hein? Aujourd'hui, on a vu l'exemple de Légion de l'Atlas. Ça, c'est des investissements qui ont eu avant d'arriver à avoir cette équipe de Lion de l'Atlas. Lors de la dernière Coupe d'Afrique. L'attractivité, justement, de ces jeunes joueurs qui jouent ailleurs et ici. Les conditions qu'on leur donne pour développer le sport, pour évoluer à ce niveau-là, ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. C'est des investissements. C'est une vision qu'il y a eu par les chefs d'État marocains et aussi la diaspora. Parce que vous pensez que le continent a besoin de cette diaspora. Ces diasporas, aujourd'hui, réussissent un peu partout, là où ils sont, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe. Ils sont devenus, on a vu l'exemple de ceux qui s'occupaient des vaccins aux États-Unis, lors de Covid. Ce n'est pas un Marocain. C'est un Marocain. C'est l'expertise justement de ce continent qu'il faut mobiliser. Et le Maroc a cette manière de pouvoir attirer sa diaspora pour contribuer justement. Et cette expertise, ces échanges, je crois, on doit s'inspirer justement de l'expérience marocaine, de la mobilisation de la diaspora pour les autres pays comme les Comores et autres. Parce que le Maroc, moi je dis que il y a deux choses qui créent la stabilité. La monarchie et puis le fait que tout Marocain là où il est, il aime son pays. Ça, c'est ancré. Parce que depuis son Sénégal, c'est ce qu'on lui apprend, le forme pour devenir un Marocain qui aime le Maroc. Et cette stabilité que le Maroc a, les autres pays ne l'ont pas. Je prendrai l'exemple qu'un jeune qui est subsaharien ou d'autres pays, on voit les autres pays, quand il est même au primaire, au lycée, au collège, lui pense à devenir président. Là, vous savez qui sera chef d'État dans 40 ans. C'est une stabilité. Exactement. Donc, c'est une chance pour le Maroc. Alors, la diaspora comorienne, elle est localisée où? Et la diaspora comorienne est localisée surtout en France. Un peu maintenant, ça va vers le Canada. C'est une diaspora qui aime bien les Comores. Qui pourrait revenir. Mais il faut l'organiser. Parce que vous avez, ça s'organise en association régionale, insulaire, villageoise, tout ça. Et cette diaspora fait beaucoup du social aux Comores. Vous trouverez une diaspora qui est en train d'électrifier tout un village, construire des écoles, ou aménager des routes, ou des hôpitaux. Donc, mais il faut qu'on l'organise. À l'instar de la diaspora marocaine, comment elle est organisée, nous pourrons nous inspirer de cette expérience. Parce que je côtoie un peu ce monde de la diaspora marocaine. Et je parlerai d'un ami que je connais bien, Dr Samir, qui est dans la santé. Je parlerai du secrétaire général du conseil des communautés marocaines à l'étranger, qui est M. Boussouf, qui est là. Donc je dis, j'ai le côtoie pour voir un peu cette expertise, comment on pourrait s'inspirer, comment on peut se mettre ensemble pour aider à organiser cette diaspora comorienne. Vous savez, la diaspora apporte énormément des fonds à tous les pays subsahariens, à tous les pays marocains, ou au Maroc, ou un peu partout. Donc je pense que l'expérience marocaine pourrait intéresser justement la diaspora. C'est pas tout. C'est qu'aujourd'hui, cette diaspora est installée en Europe. Prenons l'exemple de la France. Mais cette diaspora est française, la plupart. Et si on le rassemble, tous ces diasporas, ça peut peser demain, en 2024. Absolument. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes des Français, nous avons aussi nos droits. On ne peut pas nous indexer
que nous sommes là, on est en train de créer des malheurs pour l'Europe ou pour la France. Ça aussi, il faut travailler dans les deux sens. Absolument. L'apport des pays d'origine, mais aussi s'imposer là où on est. Moi, mes enfants aujourd'hui qui sont français, ben, je ne veux pas que demain, on les indexe des migrants ou des envahisseurs. Et aujourd'hui, si on essaie de réunir toutes ces diasporas, ça peut peser. Et surtout la diaspora musulmane, qui est très... Donc jeunesse, monsieur le consul général, jeunesse, diaspora, un exemple, une dynamique apportée sur des années. Bien sûr. C'est cela votre message? Ben, bien sûr, il y a un travail à faire. Il faut sensibiliser dans ce sens que l'avenir du continent dépend effectivement de cette jeunesse, dépend de sa diaspora, avec l'expertise qu'elle a magasinée dans les pays du monde. Ben, écoute, celui qui a fabriqué la pile, hein, de Singapour, hein, c'est marocain. C'est Maroc. Donc c'est pour dire que si on arrive à canaliser cette diaspora, et cette diaspora qui pourrait être une locomotive justement pour tous les pays subsahariens, je sais qu'on n'aura rien à envier à l'Europe ni aux États-Unis. Ah, je suis convaincu que ça vient d'ailleurs, ça commence à bouillonner un tout petit peu, mais la mayonnaise va prendre certainement. Votre dernier mot dans ce face-à-face? Mon dernier mot, c'est dire que le Maroc a un rôle à jouer justement au niveau du continent. Le Maroc doit être le locomotive justement au niveau de ce continent. Et de ce fait, peut-être en éliminant les petits problèmes de trucs qu'il y a, les micro-États, les je ne sais pas quoi, je crois aujourd'hui l'Union africaine, un peu partout, doit dire que nous devrons avoir des grands ensembles au niveau des régions. Éliminer tous ces petits problèmes entre pays, etc. Parce que ce sont des problèmes créés par ceux qui veulent nous dominer. Ils nous utilisent. Hein. Ben, vous savez qui. Et puis, entre-temps, c'est ce qui va faire l'unité du continent. Et en unissant le continent, là, on est en phase avec nos aïeux, Mohamed Khamis, Kwame Nkrumah et les autres. Monsieur le consul général, je vous remercie de vous être prêté à ce premier face-à-face dans cette nouvelle émission de l'opinion des jeunes. Vous l'avez entendu, jeunesse, diaspora, dynamique d'échange, dynamique d'interaction. Prenons l'exemple sur le Maroc. Appel à la jeunesse de participer à tout cela. C'était cela le grand message de M. Saïd Omar Saïd Hassan, consul général, premier consul général d'un pays africain, les îles Comores, dans les provinces du sud du Maroc, à Laayoune, capitale du sud. Premier pays arabo-africain. Premier pays arabo-africain. Je vous remercie.